Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Et effectivement, on va aborder le diaphragme mais sous un angle métabolique et translationnel, avec trois axes. Un peu de définition sur ce qu'est finalement la dysfonction diaphragmatique en réanimation, de la physiopathologie axée sur le côté métabolique, qui est la question posée, et puis quelques pistes de thérapeutiques en lien avec, j'espère, ce qu'on aura discuté juste avant. Diapo, hein. Voilà. Pardon. Donc, quand on regarde le système respiratoire, on peut considérer qu'il y a une balance entre la charge à gauche, en rouge, qui est imposée au système respiratoire, qui est une charge à la fois résistive et élastique, qu'elle soit pulmonaire ou extrapulmonaire, et puis à droite, une compétence neuromusculaire qui part des centres respiratoires dans le tronc cérébral jusqu'à l'effecteur musculaire, que sont les muscles respiratoires, et le diaphragme est le muscle inspiratoire principal. Donc la dysfonction diaphragmatique, elle est multifactorielle, mais ce qui a été très très bien étudié chez l'animal et chez l'homme, c'est la dysfonction diaphragmatique qui est induite par la mise au repos et par la ventilation mécanique. Lorsqu'on fait de la ventilation mécanique passive, sans activité musculaire spontanée, c'est-à-dire sans cycle ventilatoire spontané, eh bien, on met le diaphragme au repos et puis on fait de l'étirement passif lié à l'insufflation mécanique de la ventilation. Et ce qui a été montré il y a maintenant plusieurs décennies, initialement chez des rongeurs, chez des souris, c'est que la ventilation mécanique passive, avec la ventilation contrôlée pendant 48 heures, était associée à une perte de force musculaire diaphragmatique. Vous avez à gauche le premier schéma où vous voyez en ordonnée la force développée par le diaphragme, qui est ex vivo, hein, après l'euthanasie de l'animal, et en abscisse, la fréquence de stimulation musculaire. C'est-à-dire qu'on prend le diaphragme et on le stimule in vitro et on regarde la force que peut développer le diaphragme. Plus la fréquence de stimulation est élevée, plus la force développée va être importante, avec un effet plateau aux alentours de 100-110. Et ce que l'on voit, c'est qu'après 2 jours de ventilation mécanique passive, eh bien, il y a une perte majeure de la force développée par le diaphragme. Cette perte, elle est spécifique au diaphragme, puisque les muscles périphériques, à droite de l'écran, ne sont pas atteints. Et quand on regarde un muscle de la patte, qui est l'extenseur, le long de l'extenseur des orteils, eh bien, il n'y a pas de perte de force musculaire. Alors, il y a eu plein d'études animales dont on ne va pas parler trop aujourd'hui. Et puis ensuite, une première étude chez l'homme autopsique, chez des nouveau-nés qui avaient été ventilés en réanimation néonatale, soit pendant une durée considérée comme relativement courte, inférieure à une semaine, soit pendant une durée prolongée, supérieure à 12 jours. Et ce que l'on voit en microscopie optique, c'est que le CSA, la cross-sectional area, elle est diminuée. Il y a une atrophie musculaire qui est diagnostiquée en microscopie optique chez les nouveau-nés ventilés de manière prolongée. Alors, tout ça a été montré également en réanimation chez l'homme, initialement par une équipe américaine en 2008, qui avait comparé de manière très élégante un groupe de patients qui étaient des donneurs d'organes, 14 patients donneurs d'organes, donc forcément en ventilation passive, avec et prolongée, comparer ça avec 8 patients qui étaient allés au bloc opératoire pour faire de la chirurgie pulmonaire, et au cours de la chirurgie pulmonaire étaient réalisées des biopsies. Donc, il y avait à la fois un groupe ventilation prolongée versus un groupe ventilation de courte durée. Et les auteurs retrouvaient la même chose, c'est-à-dire qu'ils observaient en microscopie optique une diminution du calibre des fibres musculaires et une atrophie. Alors, il y a eu ensuite d'autres études, dont une étude du groupe de Montpellier, pilotée par Samir Jaber, qui remontrait la même chose en termes d'atrophie, mais associait ça à une diminution de force. Vous voyez, en ordonnée, c'est la force développée par le diaphragme en fonction du temps en jours, et au fur et à mesure des jours qui passent, une diminution de la force diaphragmatique. Cette perte de force, cette atrophie était associée à des déchirures musculaires visibles en microscopie électronique avec des disruptions des sarcomères qui étaient associées à la durée de la ventilation mécanique. Plus la durée de la ventilation était élevée, plus on observait de lésions sarcomériques.
Alors, cette dysfonction du diaphragme, elle est fréquente, hein, elle est fréquente, elle peut être présente dès l'admission, elle est rapidement installée après quelques heures ou quelques jours de ventilation mécanique, surtout passive. Elle est majorée par d'autres phénomènes en réanimation, notamment le sepsis, qui joue un rôle très important dans la dysfonction diaphragmatique. Et puis, elle est aussi présente au cours du sevrage ventilatoire. Plusieurs équipes l'ont montré, et notamment lorsqu'il y a une neuromyopathie de réanimation, hein, c'est ce que l'on voit sur ce schéma. L'ensemble des patients avaient, au cours du sevrage ventilatoire, une neuromyopathie de réanimation, définie par le score MRC, inférieur à 48. Et vous voyez que chaque point est un patient, que la majorité de ces patients, 80% d'entre eux, avaient également une dysfonction diaphragmatique qui était définie par une pression mesurée à la sonde d'intubation inférieure à 11 cm d'eau consécutivement à une stimulation phrénique. En pratique, on stimulait les nerfs phréniques, on mesurait la pression dans la sonde d'intubation en clampant le circuit, et on observait que la majorité d'entre eux avaient une dysfonction diaphragmatique. Alors pourquoi est-ce que le diaphragme semble particulièrement sensible à la ventilation mécanique? Et on le verra aussi à d'autres phénomènes, en particulier le sepsis, par rapport aux muscles striés squelettiques. Eh bien, c'est parce que sur le plan physiologique, le diaphragme n'est pas un muscle strié squelettique comme les autres. Alors bien sûr, il y a des points communs, hein. Vous devez probablement vous rappeler qu'un muscle strié squelettique est organisé en sarcomère avec des différents types de filaments reliés avec une ligne M, et tout cela est très organisé. Et lorsque la contraction musculaire se passe, elle nécessite de l'énergie, une conversion de l'ATP vers l'ADP, une interaction entre l'actine et la myosine, et une structure avec une molécule qui n'est pas représentée ici, qui s'appelle de la titine, et qui stabilise le complexe actine-myosine. Quand on zoome sur la physiopathologie de tout ça, eh bien, le potentiel d'action arrive à la jonction neuromusculaire, il y a une dépolarisation, puis une sortie massive depuis le réticulum sarcoplasmique de calcium qui va favoriser le couplage entre l'actine et la myosine en consommant de l'énergie. D'ailleurs, quand on fait un exercice un tout petit peu prolongé, plusieurs minutes, et puis le calcium va être repompé, recapturé dans le réticulum sarcoplasmique pour être réutilisé à la contraction suivante. Ça s'appelle la relaxation musculaire. Et s'il n'y a pas de relaxation musculaire, on peut obtenir une rigidité. Et la caricature, c'est la rigidité cadavérique, où on a des muscles qui ne sont plus relaxés. Donc ça, c'est la dépolarisation neuromusculaire. Quand on regarde au plan énergétique, alors on ne va pas détailler ce schéma, mais c'est simplement pour que vous l'ayez, comme je partage les diapos, pour vous dire qu'au niveau musculaire, pendant l'exercice, il y a deux sources d'énergie, une source liée au glucose, avec une entrée de glucose par des canaux qui s'appellent GLUT1 et GLUT4, qui ont été d'ailleurs incriminés dans la physiopathologie de la neuropathie de réanimation par des équipes allemandes. Et donc le glucose va entrer dans la cellule, va rentrer dans le cycle de Krebs et va générer de l'énergie. Mais le muscle peut également utiliser des lipides et via la bêta-oxydation des acides gras, donner de l'acétylcoenzyme A qui lui aussi peut rentrer dans le cycle de Krebs. Pour que les muscles fonctionnent bien, et pour ceux qui font du vélo comme moi, vous le savez, il y a plusieurs choses qui sont nécessaires pour que le muscle développe une force correcte, et en particulier ce qu'on appelle la longueur L0, c'est la longueur de repos. Quand vous faites du vélo, vous ajustez la selle de telle manière que votre longueur de muscle au repos ne soit ni trop courte ni trop longue, pour que vous ayez la meilleure relation force-longueur et qu'à chaque contraction musculaire, vous développiez la force maximale, donc par l'ajustement de la selle. Alors, il y a eu des études physiologiques chez l'animal, mais aussi des suggestions chez l'homme, qui laissent penser que le réglage de la PEP chez les patients, chez les animaux en ventilation mécanique, peut avoir ce même rôle. Et par exemple, lorsque la PEP est réglée de manière trop importante, eh bien, on va aplatir et raccourcir le diaphragme à sa phase de repos, créer ce qu'on appelle une atrophie longitudinale et diminuer la force potentielle de contraction du diaphragme. Et cette
diminution de force va être vraiment visualisée si on passe d'une PEP élevée, par exemple 10, à 0 au cours d'un SBT, d'une épreuve de ventilation spontanée. Et bien cette atrophie longitudinale et ce raccourcissement des sarcomères à la phase initiale de la contraction va avoir un impact et le muscle ne pourra en théorie pas générer une force optimale lors de la contraction. Bon, ça a une implication clinique pour l'instant très incertaine, mais le concept, c'est de dire que si vous passez d'une PEP élevée de 10 à 0 de manière brutale pour faire un SBT, alors que le patient a été ventilé à une PEP élevée depuis plusieurs jours, il est possible qu'un échec de SBT soit en partie lié à une insuffisance de production musculaire du diaphragme iatrogène liée à une PEP élevée. Alors, si on compare de manière synthétique le diaphragme par rapport aux muscles striés, ce qu'on peut dire par rapport aux muscles striés squelettiques, usuels, donc non respiratoires, c'est que le diaphragme est prévu pour avoir une contraction intermittente permanente de la naissance à la mort. Il n'est pas prévu dans le diaphragme que le diaphragme soit mis au repos. Comme les autres muscles, la force générée va dépendre de la longueur de repos L0. La répartition des muscles, des fibres rapides ou des fibres lentes est différente de celle des muscles squelettiques. Dans les muscles squelettiques, il y a des muscles rapides et des muscles lents. Le diaphragme, c'est à peu près homogène. Il y a 50% environ de fibres lentes, endurantes, qui sont là pour faire un effort constant et permanent, et 50% de fibres rapides, qui sont là pour répondre à une attente brutale, soudaine, mais de courte durée, et qui sont là pour générer de la force, mais pas de manière prolongée. Quelque chose qui est assez peu, enfin, bien décrit dans les papiers, mais pas forcément toujours bien communiqué, c'est que le diaphragme est extrêmement riche par rapport à son volume en capillaires et extrêmement perfusé. Et il y a des papiers expérimentaux qui montrent qu'une diminution de la perfusion musculaire, notamment au cours des états de choc, est associée à une dysfonction diaphragmatique rapide. Et aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la pression artérielle moyenne, quelle est la microvascularisation du diaphragme optimale pour limiter la survenue de dysfonction, d'atrophie, voire de nécrose au cours de la réanimation chez l'homme. Le diaphragme a une bonne résistance à la fatigue de par sa répartition en fibres, et ce qui permet que l'on continue à ventiler de manière prolongée. Le diaphragme et les muscles périphériques sont différents aussi en termes de sensibilité au curare et de densité en jonction neuromusculaire. C'est-à-dire que le diaphragme, il faut, comme vous le voyez ici, une concentration plus importante de curare pour obtenir la même diminution de force générée. Une autre illustration de la différence entre le diaphragme et les muscles périphériques, vous avez ici une figure où en vert, vous voyez le diaphragme et en jaune, vous voyez des muscles des voies aériennes supérieures et en particulier les muscles sterno-hyoïdiens. Et ce que les auteurs suggèrent, c'est qu'il y a une surexpression des transcrits de la voie des métabolites des acides gras dans le diaphragme par rapport aux muscles périphériques. Alexandre Demoule, il y a plusieurs années, quand il travaillait à Montréal, avait réalisé cette étude et qui montrait là encore une différence entre le diaphragme et les muscles striés squelettiques. C'était des animaux, je crois que c'était des rats, qui étaient challengés au LPS. Et ce que l'on voyait, c'était que par rapport à un diaphragme contrôle, il y avait bien sûr une surexpression des transcrits de cytokines pro-inflammatoires après challenge au LPS, mais cette surexpression dans le diaphragme était démesurée par rapport aux muscles périphériques. Le message de ça, c'est quand il y a une agression inflammatoire, l'inflammation du diaphragme est supérieure à l'inflammation des muscles périphériques, comme vous le voyez ici avec le tibialis antérieur. Donc si on résume, la dysfonction diaphragmatique, elle est relativement fréquente, elle est liée à la ventilation mécanique et à la mise au repos. Je n'ai pas trop montré ici des diapos liés au sepsis, mais le sepsis enflamme le diaphragme encore plus que le reste des muscles striés squelettiques. Et il y a des différences physiologiques de base entre le diaphragme et les muscles striés squelettiques, puisqu'on a vu que le fonctionnement était un peu différent. Alors, comment on peut lier ça à la pathologie? Alors, encore une fois, en se centrant sur le métabolisme.
Eh bien, il y a une étude qu'on avait réalisée il y a quelques années, translationnelle, en incluant à la fois des souris, mais aussi des donneurs d'organes lorsqu'ils allaient au bloc opératoire. Le diaphragme était biopsié au cours du prélèvement d'organes. Et on avait réalisé cette étude en combinant des données humaines et des données animales. Chez l'homme, ce qu'on montrait, vous avez en haut abaissé le diaphragme avec un reflet de l'activité mitochondriale, que ce soit sur la citrate synthase, la COX ou la SDH. Et ce qu'on voit, c'est que la masse mitochondriale est diminuée chez l'homme, donneur d'organes, lors du prélèvement par rapport à des sujets contrôles qui vont au bloc opératoire pour chirurgie thoracique. Quand on regarde au niveau des muscles périphériques, on ne retrouve pas cette diminution. Donc il y a vraiment une atteinte particulière du diaphragme. Quand on va un peu plus loin, toujours chez l'homme, dans cette cohorte de donneurs d'organes par rapport à des sujets allant à la chirurgie, on retrouve également au niveau mitochondrial une diminution de l'ADN à la fois nucléaire et mitochondrial, dans le muscle diaphragmatique, et une diminution de la dynamique mitochondriale. C'est-à-dire qu'en pratique, il y a une dysfonction mitochondriale intense au niveau du diaphragme chez ces patients donneurs d'organes ventilés de manière prolongée. Quand on regarde spécifiquement les lipides, on peut s'apercevoir à droite, chez les patients ventilés mécaniques, avec une coloration qui s'appelle Oil-Redo, une accumulation de gouttelettes lipidiques entre les fibres et au sein des fibres musculaires diaphragmatiques qu'on ne retrouve pas du tout chez les sujets contrôle. Et quand on continue à explorer cette voie lipidique, toujours chez l'homme, dans cette étude, ce que l'on voit, vous voyez en bas, là, cette espèce de grosse boule, là, eh bien, c'est l'infiltration lipidique qui est prédominante chez les patients ventilés mécaniquement, avec une augmentation donc, du contenu lipidique, de la densité lipidique et du volume de gouttelettes lipidiques chez ces patients, comme s'il y avait une infiltration musculaire diaphragmatique qu'on ne retrouve pas dans le biceps. Alors, tout ça, ça nous a donné l'idée d'appeler ça une metabolic oversupply. C'est comme si on avait une espèce d'abondance métabolique dans un diaphragme mis au repos. Et effectivement, c'est ce que l'on observait toujours chez l'homme dans ces biopsies, hein, c'est-à-dire une diminution du transport, le CPT1 par exemple, une diminution du transport lipidique et une augmentation des cytokines liées au tissu gras, c'est-à-dire des adipokines chez ces patients. Quand on regardait le lien entre ça et la protéosynthèse, il y avait également une diminution de la protéosynthèse chez ces patients. Toute cette modification lipidique était associée avec des délétions en ADN mitochondrial que l'on peut observer ici, et c'était spécifique des fibres qui étaient les plus riches en lipides. C'est-à-dire que la surabondance de gouttelettes lipidiques était associée à une dysfonction mitochondriale et à une délétion en ADN mitochondrial. Quand on complétait ça avec des données de souris, eh bien, on avait pris des souris standards, wild type, contrôlées, ventilées ou non ventilées, et on retrouvait, comme attendu dans les études animales, une diminution de la génération de force diaphragmatique au cours de la ventilation mécanique. C'est ce que vous voyez sur l'image en haut à gauche. Une protéolyse qui était présente dans le diaphragme, quelque chose de rien d'exceptionnel, ça valide un peu juste le modèle. On retrouvait ces gouttelettes lipidiques ici en microscopie électronique après 6 heures de ventilation mécanique chez la souris wild type. Et lorsque l'on ajoutait un pré-traitement, on va dire un peu antilipide, par une molécule qui s'appelle P407, qui va diminuer la lipoprotéine lipase et qui va diminuer la charge lipidique au niveau musculaire, eh bien, on retrouvait une épargne de la fonction diaphragmatique, une épargne de la protéolyse, Et puis, lorsqu'on complétait ça, non pas par un traitement pharmacologique, mais par un traitement génomique, c'est-à-dire qu'on prenait des souris transgéniques qui surexprimaient un gène antioxydant mitochondrial, qui est la peroxyrédoxine 3, PRX3,
eh bien, on retrouve à nouveau un effet protecteur mitochondrial. Quand on fait la synthèse de toutes ces données, parce que forcément je vais un petit peu vite, ce qu'on peut faire émettre comme hypothèse, c'est que la ventilation mécanique dans ce modèle, associée à une inactivité diaphragmatique, eh bien, entraîne, ou en tout cas est associée à un oversupply métabolique qui va agresser les mitochondries, qui vont en souffrir, pour parler de manière un peu imagée, vont relâcher des radicaux libres, vont avoir des délétions génomiques, vont avoir un bien-être mitochondrial qui est perturbé, et tout cela va être associé à une dysfonction de force musculaire. Si on veut parler de manière très imagée, pas très scientifique, le concept de tout ça, c'est de dire que si vous avez des muscles au repos et que vous continuez à être nourri, eh bien, vos muscles vont dysfonctionner. Et ça fait la lumière avec des études d'analyse post-hoc en nutrition artificielle chez l'homme qui montrent que de la nutrition trop précoce, trop intense, mais finalement ne protège pas de la neuromyopathie de réanimation. Il n'y a pas trop de données sur le diaphragme, mais potentiellement l'aggrave, puisqu'on n'est pas censé, lorsqu'on est très malade, être noyé par des glucides et des lipides, surtout intraveineux. Alors, on a essayé d'explorer ça de manière un peu au-delà, avec des moyens non invasifs, avec deux étudiants, Yassir Arabe et Aurélien Flatresse, qui ont conduit cette étude translationnelle à Montpellier avec nous. Et on a utilisé un moyen d'échographie un peu particulier qui s'appelle la shear wave élastographie. En fait, cette échographie, donc c'est une machine un peu dédiée. On ne pouvait pas le faire en rajoutant un software chez vous. Il faut une machine dédiée qu'on s'est procurée pour l'étude. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir explorer la stiffness, la dureté du muscle en échographie et en shear wave élastographie. C'est-à-dire que l'onde ultrasonore va se propager non pas uniquement en aller-retour entre le muscle et la sonde de manière verticale, perpendiculaire, mais va se propager en horizontal, en transversal, et la vitesse de propagation va être réanalysée et elle est proportionnelle à la dureté du muscle. C'est utilisé depuis très longtemps, moins une dizaine d'années, une quinzaine d'années par les radiologues pour évaluer la fibrose hépatique, mais aussi pour évaluer la densité mammaire ou thyroïde. Et c'est réalisé par des gens qui s'intéressent à la myopathie chronique ou aux conséquences musculaires des AVC, par exemple. Donc, on a voulu faire ça en réanimation et ce qu'on a montré, c'est plusieurs choses. D'abord, comme montré précédemment par une équipe de Toronto, l'épaisseur du diaphragme mesurée en échographie, au cours du séjour, elle varie. Elle est attendue à ce qu'elle baisse, c'est de l'atrophie en rouge. Certains patients vont avoir une épaisseur du diaphragme à peu près constante en orange, enfin, va pas diminuer ni augmenter, et puis d'autres vont augmenter d'épaisseur. Mais c'est là-dessus qu'on s'est focalisé. Donc on peut faire de l'élastographie, et ce que l'on montre, pour aller un peu plus vite, pour gagner un peu de temps, c'est qu'il y a une association entre le gain d'épaisseur de diaphragme chez certains patients et la dureté du muscle. L'augmentation de l'épaisseur du diaphragme est associée à un muscle plus mou, plus soft, plus mou. Et on s'est posé la question de savoir ce que c'était que ce muscle plus mou. On a pris des animaux, des cochons, qu'on a ventilés mécaniquement pendant 72 heures, sédatés, sans curare, avec des explorations diaphragmatiques poussées. Et ce qu'on retrouve, c'est globalement au bout de 3 jours, chez la plupart des animaux, mais pas tous, une diminution de l'épaisseur du diaphragme, c'est-à-dire probablement une atrophie. Mais quand on associe ça avec quand on associe ça avec le shear modulus, c'est-à-dire la dureté du muscle et le diamètre des fibres, ce que l'on s'aperçoit, c'est que l'atrophie des fibres diaphragmatiques, elle est d'autant plus importante que le muscle devient plus mou et que le shear modulus, c'est-à-dire que la vitesse de propagation des ondes diminue. Tout ça est lié à nouveau avec une infiltration lipidique, un peu comme si, chez certains de nos patients qui vont avoir une augmentation de l'épaisseur du diaphragme, eh bien, le diaphragme devenait plus mou, en partie lié à cette infiltration lipidique.
Alors, quelques minutes pour finir sur les pistes thérapeutiques liées à ce métabolisme musculaire. Une façon très simple de voir les choses, et aujourd'hui un peu partielle, dit la littérature, c'est que si on maintient l'activité diaphragmatique, eh bien, on va limiter la perte de force. Ça paraît logique. Un muscle au repos va s'atrophier, donc gardons une certaine activité musculaire. Alors, ça marche très bien dans des modèles animaux sains qui sont placés en ventilation mécanique. C'est ce qu'on voit ici. La force de contraction du diaphragme en ordonnée par rapport à la fréquence, par rapport à la durée de la ventilation mécanique entre 0 et 3 jours, eh bien, elle diminue comme attendu chez les animaux placés en ventilation mécanique passive. Par contre, lorsqu'on arrive à conserver des cycles ventilatoires spontanés, ici dans un mode intermédiaire qui s'appelle l'ASV, eh bien, la force est à peu près conservée tout au long du séjour. Bien évidemment, c'est un peu plus difficile que ça, et c'est un peu ce que disait Sébastien Prévost juste avant. Quand on, là, on ne va pas détailler tout ça, mais quand on compile toutes les études qui s'intéressent à comment protéger les poumons, mais aussi le diaphragme au cours de la ventilation mécanique, eh bien, il y a plein de choses, notamment dans la ventilation spontanée, qui peuvent être délétères. Un effort excessif chez un patient qui est agressé, c'est-à-dire une ventilation spontanée maintenue coûte que coûte chez un patient qui ferait des efforts importants, à une fréquence respiratoire élevée, eh bien, probablement que ça altère le diaphragme. La ventilation spontanée maintenue alors que le patient fait des asynchronies importantes et des efforts importants en même temps qu'il fait des asynchronies, notamment du reverse triggering, c'est probablement délétère. La PEP joue probablement un rôle également. Donc la ventilation mécanique, que ce soit par la ventilation spontanée, l'absence ou la limitation des asynchronies et une PEP optimisée joue probablement un rôle dans la dysfonction diaphragmatique, et ça fait sens au plan physiologique, puisque si la longueur L0 du diaphragme n'est pas la bonne, si l'activité musculaire est trop importante, à l'inverse, si elle est totalement absente, tout ça va avoir un rôle dans la genèse de la dysfonction diaphragmatique. Alors, une façon intéressante et qui a été évaluée récemment, notamment par Martin Dress, je vais vous montrer la diapo juste après. Martin Dress est au cours d'une étude internationale, c'est de se dire, est-ce qu'on peut protéger le diaphragme ou le réentraîner par de la stimulation phrénique au cours de la ventilation mécanique, en se disant, je vais faire des contractions diaphragmatiques pacées par du pacing phrénique, quoi. Alors, il y a eu des données préliminaires en chirurgie cardiaque qui montraient chez les patients de chirurgie cardiaque que si on stimulait les nerfs phréniques en péropératoire, eh bien, on améliorait la respiration mitochondriale du diaphragme après la chirurgie. C'est des données intéressantes. Et puis, il y a eu une étude multicentrique qui a été publiée cette année dans le Blood Journal, partant toujours du même concept, que le système respiratoire est un équilibre entre la charge d'un côté et la compétence neuromusculaire de l'autre, et en se disant peut-être qu'en renforçant la compétence neuromusculaire grâce à des stimulations régulières du nerf phrénique et donc de l'effecteur, le diaphragme, on va pouvoir rééquilibrer cette balance chez des patients qui avaient des difficultés au sevrage ventilatoire. Alors, comment ça marche? On met un cathéter veineux sous-clavier spécifique qui est entouré d'électrodes sur une bonne longueur, ce qui permet de stimuler à la fois le nerf phrénique droit et le nerf phrénique gauche par voie transveineuse. Tout ça est connecté à une espèce de pacemaker externe qui, pour l'instant, est déclenché manuellement par l'opérateur pour que ce soit à peu près synchronisé avec le rythme respiratoire. Et on compare ça à des patients qui n'ont pas le dispositif. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'aveugle. C'était un essai multicentrique franco-allemand. Et l'endpoint principal, c'était le succès du sevrage du ventilateur à J30. Alors, il n'y avait pas d'effet dans cette étude du pacing phrénique. Ce qu'on montrait par contre, c'était une amélioration de la force, parce que les auteurs montraient, c'était que la force de contraction du diaphragme était améliorée dans le groupe pacé par rapport au groupe non pacé. Alors, il y a d'autres innovations qui sont en cours. Une autre étude qui utilise le même dispositif amélioré est en cours actuellement.
en Europe. Et puis, il y a d'autres voies de stimulation qui ont été investiguées, notamment de la stimulation électrique transcutanée, un peu ce que feraient les médecins anesthésistes au bloc opératoire lorsqu'ils font un bloc interscalénique. Et bien là, l'objectif ne serait pas d'éviter le diaphragme au cours des blocs interscaléniques, mais au contraire, d'aller stimuler le diaphragme avec une électrode. D'autres ont essayé de la stimulation transcutanée par des espèces de colliers ou des patchs. Tout ça, c'est en cours de développement industriel. L'idée étant de réhabiliter, voire de prévenir la dysfonction diaphragmatique en faisant ce pacing. Est-ce qu'il y a d'autres pistes thérapeutiques en lien avec le métabolisme? Alors, chez l'animal, j'ai plus de diapo là-dessus, mais chez l'animal, il y a X antioxydants qui ont été proposés. En manière générale, ça fonctionne. Il y a très peu d'études chez l'homme. À mon sens, il y en a une qui a été faite par une équipe connue au Kentucky, aux États-Unis, et qui ne montrait pas de bénéfice à ce cocktail antioxydant. La conclusion de topo aujourd'hui, c'est de dire que le diaphragme, il faut bien comprendre que c'est un diaphragme qui est en activité toute la vie, qui n'est pas fait pour être au repos, qui est particulièrement sensible à l'agression inflammatoire et à la mise au repos, qui est totalement non physiologique. Tout ça, ça crée un stress énergétique et en particulier lipidique avec une accumulation de lipides au sein du muscle. Cette accumulation de lipides, elle est associée à une dysfonction mitochondriale et énergétique et à une perte de force. Et quand on s'intéresse à ce côté métabolique, une des pistes qui semble la plus intéressante, c'est de favoriser l'activité contractile, mais modérée, pour reprendre l'expression de Sébastien Prévost, modérée, pour ne pas créer d'activité extrême et de ne pas risquer de faire plus de mal que de bien. Voilà, je vous remercie.